Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler, dans l'oratoire de pandémie, de ne pas oublier de bien mettre votre masque, puisque le gouvernement nous le demande instamment. Alors, je vais vous présenter le professeur Raymond Rodinck. Raymond Rodinck est un de nos collègues de l'Académie, il est professeur à l'Université catholique de Louvain. Il est chirurgien pédiatrique aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, où il exerce depuis 2016 les fonctions de chef du service de chirurgie et transplantation abdominale. Ces centres d'intérêt professionnels comprennent la chirurgie d'enfants, la greffe hépatique, la coopération chirurgicale au développement, où il a joué un rôle très important, notamment au Vietnam. L'enseignement de la chirurgie humanitaire et l'histoire de la médecine, c'est donc vraiment quelqu'un qui est un témoin de ce symposium du jour. Sur le plan personnel, c'est un amateur de livres et de voile qu'il pratique en Bretagne pendant l'été. Il est l'auteur de plusieurs essais, Petit guide pour l'écriture et la publication scientifique, le roman de Saïgon aux éditions du Rocher, L'hôpital de l'océan, La Palme, vous savez combien c'était important pendant la guerre de 14 ou 18 avec de tellement grands médecins de notre pays, et la reine Élisabeth. Jourdan, l'amiral du vent, Une vie de Sir Francis Beaufort, Les Indes savantes. Donc le professeur Raymond Rodinck, qui est membre titulaire de notre Académie de médecine, va nous faire effectivement ici un exposé, et nous allons l'entendre sur un exposé intitulé Littérature et médecine, deux arts de regard, deux approches complémentaires. La médecine est une discipline littéraire. Merci, Monsieur le Président. Je veux d'abord remercier les autorités des deux académies de m'avoir invité à parler de ce sujet qui me passionne, mais qui est un petit peu redoutable, en fait. Alors, je ne vais pas vous parler des médecins écrivains, à l'inverse des autres orateurs, puisque ce sujet a déjà été largement couvert. Je ne vais pas non plus vous parler des médecins héros de romans, dont je ne vais parler ni du docteur Destouches, ni de Charles Bovary. Et donc mon titre, La médecine est une discipline littéraire, peut paraître un titre provocateur, puisque pour la médecine très scientifique d'aujourd'hui, l'adjectif littéraire peut avoir une connotation un peu de subjectivité, si vous voulez, un petit peu émotionnel, qui est peut-être pas dans l'air du temps de la médecine contemporaine. Et c'est vrai que la médecine est une discipline qui se veut objective, scientifique, technologique, mais aussi humaniste et bienveillante. Voilà, M. Ruffin l'a admirablement bien présenté il y a quelques instants, et aussi une discipline qui est universelle. Donc mon point plus humble en fait que le titre de départ pourrait être de dire que la médecine est aussi une discipline littéraire, et je ne vais donc pas parler ici de tout ce qui est la grande littérature, mais pour aborder tous ces mots, je suis ni linguiste ni philosophe, donc je me suis retourné en fait vers mon dictionnaire, qui est un objet un peu désuet, en coin du bureau, et j'ai été voir l'entrée littérature, et donc c'est clair que ça vient du latin, et qu'il y a en fait deux grandes significations au mot littérature, c'est l'écriture, mais c'est aussi l'érudition. Et les auteurs du Petit Robert de 2007, ils ont en fait mis en première position cette dimension d'ensemble de connaissances, de culture générale, l'ensemble des ouvrages publiés sur une question. Donc clairement, la première définition qui vient dans le dictionnaire pour la littérature, c'est un corpus de connaissances. Et puis bien sûr, la deuxième définition, et il y en a d'autres derrière, c'est les œuvres écrites dans la mesure où elles portent la marque de préoccupation esthétique. Bref, c'est la grande littérature. Donc on insiste sur la notion de connaissance quand on parle de littérature. Et donc, c'est assez facile. La médecine est une discipline littéraire parce qu'elle est une discipline de connaissance. Et voilà, mon exposé pourrait s'arrêter ici et on pourrait retourner prendre un autre café. Mais je vais plutôt essayer de pousser un petit peu le bouchon et d'essayer d'introduire quelque chose qui au cours de ces années de pratique médicale, s'est un peu imposé à moi finalement. Et je voudrais poser avec vous le postulat que la formulation écrite du travail médical au sens large, on va voir de quoi on parle, structure et inspire la pensée médicale. Ça, je crois très fort, et je crois en fait pas du tout à une médecine orale ou une télémédecine, etc. Je vais y revenir. En réalité, de quoi s'agit-il ? La pensée médicale, bien sûr, trouve
sa formulation écrite, toute la littérature scientifique précisément. Mais le point que je voudrais faire ici, c'est la deuxième flèche, c'est-à-dire que le fait de formuler par écrit la pratique de la médecine, eh bien, enrichit la médecine elle-même. C'est un peu ça qui est le postulat, pas tellement facile à discuter avec vous, mais je vais quand même essayer. Alors donc, c'est quoi la pensée? Du coup, on parle de pensée médicale, retournons de nouveau au dictionnaire. La pensée, l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité, élabore des concepts, les relie entre eux, acquiert de nouvelles connaissances. Et donc, quelque part, entre le mot pensée et le mot médical, il y a vraiment quelque chose qui est en lien. Et donc, du coup, la pensée médicale, c'est très large la notion de pensée médicale, mais moi, je voudrais axer le reste de la discussion ici sur deux des grands axes de la pensée médicale, qui sont d'une part l'histoire et la pratique de la médecine clinique, c'est-à-dire de la médecine auprès du malade, et c'est ce que j'appelle le fait clinique, et par ailleurs, la recherche médicale. On a vu récemment dans cette pandémie, on va y revenir, que la recherche médicale a finalement un rôle extrêmement important dans la médecine actuelle, et c'est ce que j'appelle le fait expérimental. Alors, j'ai un choix de parti pris. Bon, un exposé bien sûr très subjectif, donc je ne m'arroge pas les qualités d'un historien de la médecine, mais j'ai un choix de parti pris, et je dirais que les deux piliers pour moi de la pensée médicale contemporaine, donc celle qui anime notre pratique d'aujourd'hui, eh bien, malheureusement, sont deux personnalités un peu vieillottes. La première de ces personnalités, c'est Hippocrate, M. Ruffin en a parlé. Hippocrate de Cos, il y a quand même 25 siècles, qui est le fondateur de la démarche clinique qu'on applique aujourd'hui quand on est en cabinet de consultation ou à l'hôpital. C'est tout à fait clair, je vais y revenir. Et puis alors, je vais parler un peu d'une de mes idoles, qui est Claude Bernard, on va revenir à ça. Alors, Hippocrate de Cos, on l'a dit tout à l'heure, va pour la première fois séparer l'approche de l'homme malade, de tout ce qui est irrationnel, de tout ce qui est magique, de tout ce qui est mythologique, et même si cette approche va continuer pendant de nombreux siècles, il instaure une approche, rationnelle de la médecine, et surtout il pose que la médecine dépend d'une rencontre avec le patient, c'est-à-dire d'une conversation avec le patient, et aussi de l'examen du patient. Et c'est la démarche clinique. Alors bien sûr, on l'a dit, il a introduit la déontologie médicale, il a introduit le serment d'Hippocrate, on en a parlé. Il a aussi introduit la théorie des humeurs, dont on ne parle plus, mais qui a quand même été prépondérante dans la médecine occidentale jusqu'au début du XIXe siècle. Donc c'est pas une belle longévité pour une théorie médicale. Et il a bien sûr très longtemps, il a refusé les dissections anatomiques, et ce refus s'est poursuivi jusqu'au XVIe siècle. Alors bien sûr, on a cette figure un peu tutélaire de cet Hippocrate statufié avec la barbe, etc. Mais Hippocrate, c'est aussi un écrivain. Il a écrit, il a mis en livres, il a mis en de nombreux volumes l'ensemble des connaissances qu'il a pu acquérir par l'observation et l'observation du malade, et ça s'appelle le corpus hippocraticum. L'héritage essentiel d'Hippocrate aujourd'hui dans la médecine tout à fait contemporaine, c'est que quoi? C'est que d'un interrogatoire et d'un examen clinique, je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, d'un interrogatoire et d'un examen clinique vont découler un diagnostic. Alors ça, c'est ce que j'appelle la médecine hippocratique. C'est la médecine qu'on pratique tous les jours, et c'est parfois bien pour les non-médecins parmi nous de se dire, tout repose là-dessus, sur cette espèce de trépied. Il faut savoir que la médecine humanitaire est aussi une médecine éminemment hippocratique, parce qu'en médecine humanitaire, on a l'examen, on a l'interrogatoire, l'examen, et puis à partir de ces deux éléments fondamentaux, on fait un diagnostic et on va vers un traitement. Bon. Alors c'est sûr que la médecine occidentale moderne a un petit peu évolué, dans la mesure où maintenant on parle... On parle d'anamnèse, on parle d'examen clinique, et ça mène non pas à un diagnostic, mais à des hypothèses diagnostiques. Et ces hypothèses diagnostiques, on apprend à nos étudiants à les classer. Je pense que le malade a d'abord ceci, et puis en deuxième position, il pourrait avoir cela, etc., etc. Et on demande à l'étudiant, dans le dossier clinique, de formuler par écrit cette démarche-là. Et ça, on arrive au cœur de ce que j'essaye de dire cet après-midi. Alors donc, pour moi,
il y a des vertus fondamentales à la formulation écrite de l'hypothèse clinique. L'hypothèse, c'est un outil puissant de la pensée. Et là, je voudrais m'arrêter un instant sur ce mot. De nouveau, le dictionnaire. L'hypothèse, c'est la proposition relative à l'explication d'un phénomène naturel, comme une maladie, comme un symptôme, qui est admise provisoirement avant d'être soumise à la vérification par l'observation et l'expérience. Et donc, j'ai envie de dire que l'hypothèse est l'organisation du doute. C'est-à-dire que vous êtes en face d'un patient qui a des symptômes, vous vous doutez qu'il a une maladie telle ou telle, et vous allez organiser votre doute en quelque chose d'un peu construit, et donc, je viens à mon sujet, de formuler par écrit qui est l'hypothèse diagnostique. Alors, je continue. La formulation écrite est donc par essence est dotée de la vertu essentielle qu'elle ajuste l'idée, qu'elle la fixe et qu'elle la précise. Et l'écrit est affiné dans le temps et partagé avec d'autres. Mais donc, vous allez dire, il est en train d'enfoncer des portes ouvertes. Oui et non. Oui et non. Je vais vous proposer un exemple, dont bien sûr j'ai changé les noms, mais qui est un exemple de vie quotidienne d'un chirurgien pédiatrique récemment. Il y a donc deux approches des choses. Un enfant a mal au ventre. Consultation téléphonique. La télémédecine a eu beaucoup de succès pendant la crise du Covid. Souvenez-vous, il y avait un honoraire spécial pour la consultation téléphonique. Emma, 6 ans, n'a jamais été malade, elle a mal au ventre, elle a de la fièvre, elle a de la diarrhée. Quand on entend ça, même en tant que médecin au téléphone, on a envie de dire qu'on va poser une hypothèse diagnostique qui est une gastroentérite, qui est une maladie bénigne, qui requiert de rester à la maison, un peu de surveillance, et voilà. La même enfant est examinée en présence du médecin qui rédige cette note écrite et qui dit « Emma, 6 ans, sans histoire médicale, a une altération d'état général, a une fièvre à 39, a une douleur abdominale, a des vomissements alimentaires pupilleux, a une diarrhée aqueuse et à l'examen clinique, elle a des signes de péritonite. » C'est la même histoire, mais le fait de l'avoir vue en présence et avoir pu rédiger la construction de l'hypothèse diagnostique change tout dans la prise en charge de cet enfant, puisque dans ce cas-là, l'hypothèse diagnostique, c'est la péritonite appendiculaire, c'est un abdomen aigu qui requiert une opération en urgence, même pendant la nuit, et qui peut menacer la vie de l'enfant. Donc vous voyez, cette espèce de dichotomie entre une oralité de la médecine et le fait de formuler par écrit les hypothèses peut peut-être sauver des vies. Et donc, la médecine moderne n'est plus seulement basée sur l'anamnèse, l'examen clinique et les hypothèses, mais bien sûr, on a à notre disposition des examens paracliniques qui nous permettent des prises de sang, des radiographies, qui nous permettent alors d'énoncer un diagnostic définitif, un plan de traitement et un pronostic. Et d'habitude, les patients sont les plus intéressés en effet par le pronostic. Mais de nouveau, l'hypothèse diagnostique, les hypothèses diagnostiques, leur formulation et leur classification, le plus probable vers le moins probable, garde un rôle central dans une médecine aujourd'hui qu'on qualifie d'algorithmique, d'informatisée, d'intelligence artificielle. Donc moi je suis un fervent défenseur pour préserver cette démarche clinique universelle, adaptée à nos connaissances, mais telle qu'Hippocrate nous l'a fait hériter. Alors, l'expérimentation, donc je vous ai parlé beaucoup des hypothèses diagnostiques, l'expérimentation, c'est l'autre domaine de l'hypothèse. C'est l'autre domaine de l'hypothèse. Alors, ce monsieur au regard grave et perçant qui nous regarde du fin fond du XIXe siècle, c'est Claude Bernard. C'est Claude Bernard. Alors, qui est Claude Bernard ? Eh bien, Claude Bernard, c'est le fils d'un vigneron dans le Beaujolais. C'est un élève médiocre. Il rate son baccalauréat. Il devient préparateur de pharmacie dans le petit village à Saint-Julien. Il se passionne quand même pour la médecine. Il monte à Paris, comme on dit, et là, il se mêle au milieu du théâtre, il écrit des pièces. Il voit tout de suite que ce ne sera pas sa tasse de thé, c'est le cas de le dire, et il abandonne une éventuelle carrière littéraire débutante, et commence des études de médecine. Et puis pendant ses études, il rencontre un physiologiste très connu du XIXe siècle,
en France qui s'appelle François Magendie, qui sera son mentor. Pourquoi je vous parle de Claude Bernard? Parce que Claude Bernard est l'inventeur de la méthode expérimentale. Alors je voudrais passer 2 minutes à vous expliquer un peu ce que c'est que cette méthode expérimentale. Elle rompt avec l'observation simple des phénomènes naturels, qui était active depuis Hippocrate. On observait la nature, mais on va modifier la nature par la méthode expérimentale en proposant de l'expérimentation, et je sais que c'est plus tellement dans l'air du temps aujourd'hui, mais notamment l'expérimentation animale. Et puis alors, Claude Bernard, il décrit tout ça, il devient professeur au Collège de France, etc., etc. Et surtout, il écrit un bouquin, qui est un bouquin, je dirais, qui est un bouquin extrêmement important dans l'histoire de la recherche médicale, qui est l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Nous sommes en 1865. Alors j'avoue que j'ai trouvé ce bouquin-là, sur le Vieux Marché, à Bruxelles, et j'ai lu ça avec avidité, et c'est devenu pour de nombreux mois une sorte de Bible que j'ai gardée sur mon bureau. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, la méthode expérimentale, c'est une espèce de boîte à outils qui vous permet de tester n'importe quelle hypothèse, et particulièrement dans le domaine biologique et médical. On part des observations ou des expérimentations qui vous ont précédé, et on va rédiger, et c'est là que j'insiste aussi, on va rédiger une hypothèse de recherche. Cette hypothèse de recherche va être testée par le biais, par le truchement, quelque part, d'une procédure expérimentale, et puis on va interpréter les résultats de cette procédure expérimentale, et puis on va vérifier l'hypothèse de départ. Alors il y a 2 solutions. L'hypothèse est vérifiée, l'hypothèse n'est pas vérifiée. Et la boucle se referme, puisqu'on retourne alors à l'émission ou la rédaction ou la formulation écrite de nouvelles hypothèses de recherche. Eh bien, sans en avoir l'air, cette boucle-là, inventée en gros par Claude Bernard, a nourri toute la recherche médicale à partir du milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et je vais essayer de vous montrer par 2 exemples la puissance et la fécondité de la notion d'hypothèse de recherche. Nous sommes à Cambridge en 1953. Et il y a 2 personnes là sur la photographie qui sont très souriantes, qui s'appellent Watson et Crick, qui viennent de décrire la structure de l'ADN en double hélice. Alors ça, c'est une histoire passionnante. Si vous avez l'occasion de lire ce bouquin, c'est en anglais malheureusement, qui s'appelle The Double Helix de James Watson, c'est absolument passionnant parce que ça raconte par l'intérieur comment ils en sont venus à découvrir cette structure en double hélice de l'ADN. Et ils ont posé en fait une hypothèse de recherche qui est extrêmement simple. Et je l'ai mise là en français. Tenant compte des connaissances actuelles, il est possible d'élucider la structure de l'ADN en utilisant des modèles moléculaires. Vous savez, les modèles moléculaires, on avait ça dans le laboratoire de biologie aux études secondaires. C'est des petits atomes de carbone, des petits atomes d'azote, d'hydrogène, d'oxygène. Et ils ont demandé à l'atelier de l'Université de Cambridge d'en préparer, d'en bricoler des seaux et des seaux. Et ils ont donc commencé à construire avec les proportions dont ils disposaient en termes de carbone, etc. Et ils ont vu devant eux apparaître ce qui est là sur la photo, à savoir le modèle de la double hélice, qui est apparu devant leurs yeux. Et alors, ça aurait pu s'arrêter là, mais la beauté, c'est qu'ils ont la beauté de ce moment-là, qui est un moment scientifique d'une extrême intensité à mes yeux, c'est que dans un numéro d'avril 53 dans Nature, il y a là un papier qu'on peut aller retrouver assez facilement sur Internet, qui est un papier d'une page, d'une seule face, où ils décrivent la structure en double hélice de l'ADN, sans avoir d'y toucher, et donc ils disent, j'ai traduit, l'élucidation de la structure de l'ADN en double hélice a des conséquences majeures sur la compréhension des mécanismes de transcription et de réplication du matériel génétique. Et en fait, quand on reprend l'introduction en anglais, l'anglais qui est encore plus concis que le français quand on veut parler de science, je dirais, en 25 mots, il pose en fait tout l'essor de la médecine génétique, de la génétique pour les siècles à venir. Donc, force, et je reviens à mon sujet, force de la formulation écrite simple, concise, précise d'un concept, d'une hypothèse. Autre exemple, et là on le vit en direct, mais je vais vous faire voir
je vais vous donner un regard sur ce qu'on vit en direct, qui est en fait inspiré de mon idée d'importance de l'hypothèse. Alors, la pandémie de Covid-19 est une illustration grandeur nature de la fécondité singulière des hypothèses expérimentales. La pandémie, c'est en fait une succession de formulations d'hypothèses. Et quand on voit ça sous ce regard-là, on peut en fait le comprendre assez facilement. Donc, automne-décembre 2019, apparition d'une maladie infectieuse en Chine. Les médecins qui vont aborder cette pathologie vont poser une première hypothèse de recherche, c'est une maladie virale. On aurait pu dire c'est une maladie bactérienne, etc. Non, ils ont fait l'hypothèse que c'était une maladie virale, et ils ont vérifié l'hypothèse. Et puis ils ont formulé une seconde hypothèse de dire nous pouvons séquencer, c'est-à-dire identifier la précision du génome de ce virus. Et c'était fait, à ma connaissance, dans le courant du mois de janvier 2020. Et puis, troisième hypothèse de recherche, on s'est dit, tiens, on peut utiliser un traitement antiviral spécifique qui va être efficace, et là c'était l'hydroxychloroquine. Et donc on a posé cette hypothèse. On peut se poser la question si la formulation de l'hypothèse de recherche a été correcte, mais finalement, quand elle a pu être formulée correctement, on s'est aperçu que ça n'était pas efficace. Donc on a infirmé l'hypothèse. Donc on était dans une boucle bernardienne, si vous voulez, qui était une boucle négative. Et puis on s'est dit, mais oui, mais on peut faire un vaccin à partir de l'ARN messager qui va être efficace. Et ça, c'est le papier du New England de décembre 2020. Donc en moins de 10 mois, grâce à la puissance de ces hypothèses et de tous les moyens qu'on a développés pour les tester, eh bien, on a pu produire un vaccin efficace contre le Covid. Alors, les hypothèses, ça continue. Et on est toujours en train, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, de rédiger des hypothèses de recherche sur cette pandémie. Le vaccin protège des hospitalisations et des décès. C'est une hypothèse de recherche. Elle est en train d'être testée. Le vaccin protège des variants du virus. Ben, elle est vraiment en train d'être testée. Vous savez bien par l'actualité que c'est une question qui n'est pas actuellement rencontrée totalement. Et il est probable que l'évolution des choses va faire qu'on va devoir poser de nouvelles hypothèses de recherche au fur et à mesure que les choses s'écoulent. Mais grâce à la méthode de Claude Bernard, on a pu considérablement accélérer la prise en charge médicale de cette pandémie en particulier. Donc la rapidité et l'efficacité de la réponse à la pandémie, pour moi, fut aussi une affaire de formulation écrite d'hypothèses, donc une affaire de littérature. Là, je vous dis, vous avez l'impression que je tire la ficelle peut-être un peu loin, mais j'ai quand même la conviction profonde que les chercheurs qui ont pris en charge ça, notamment l'équipe de New England et autres, eh bien, ils ont travaillé par l'écrit, en travaillant leur écrit. Et ce papier qui date de décembre 2020, quand vous lisez ce papier est lumineux, puisque déjà le titre est formulé de façon extrêmement claire, puisqu'on teste d'abord la sécurité d'un vaccin, puis l'efficacité, et tout est dit déjà dans ce papier qui date d'il y a 1 an. L'écrit est donc, mesdames, messieurs, au cœur de la méthode expérimentale. Alors, c'est juste, je vais beaucoup insister sur la formulation de l'hypothèse de recherche, la formulation écrite de l'hypothèse de recherche. Et puis, bien sûr, le jeune chercheur, il doit écrire un projet de recherche, puisqu'il doit demander des fonds de recherche. Il doit être à même de faire un résumé de communication, de rédiger une publication scientifique, de rédiger après une thèse de doctorat. Tout ça, c'est de la rédaction. Tout ça, c'est de l'écriture. Tout ça, c'est l'angoisse de la feuille blanche, de l'écran blanc, quelque part. Alors, c'est là que on reprend la troisième casquette des médecins universitaires, qui font à la fois de la médecine clinique, de la recherche peu ou prou, et aussi de l'enseignement de la médecine. Eh bien, on se retourne alors vers nos étudiants, et on se dit, eh bien, à quel moment on a pu organiser un enseignement structuré de cette approche littéraire de la médecine en tant qu'outil de formulation écrite? Eh bien, on peut se poser des questions. Dans l'enseignement médical actuel, dans l'ancien temps, il y avait des examens qui étaient des rédactions à des questions ouvertes. Maintenant, tout est en QCM. Donc, à quel moment nos étudiants en médecine sont-ils encore évalués sur leur capacité à rédiger une hypothèse diagnostique, une hypothèse de recherche? On peut se poser la question. Moi, je me pose vraiment la question. Moi, j'ai été confronté pendant ma carrière au désarroi, je pense que le mot est juste, au
désarroi de tous ces jeunes internes assistants qui avaient soudain à rédiger un abstract, comme on dit, ou une publication. Ils ne savaient pas par où commencer, donc moi j'ai écrit un petit truc pour les aider à se retrouver, à leur donner un petit guide pour comment aborder la rédaction scientifique médicale, si vous voulez. Alors, les messages pour vous cet après-midi, le premier, il est, je dirais, la palissade. La médecine est une discipline littéraire, c'est-à-dire une discipline de la connaissance. Vous le saviez tous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le répéter. Par contre, en médecine clinique, je crois foncièrement à l'importance de la formulation écrite des hypothèses diagnostiques qui jouent un rôle central dans la qualité des soins médicaux. Et donc, l'informatisation de la médecine à tout va, qui fait que vous devez choisir dans des listes préconçues de diagnostics sans avoir à rédiger vous-même les nuances que vous apportez à votre hypothèse diagnostique, ne me paraît pas aller dans la bonne direction. Et évidemment, en disant ça, je suis à contre-courant complet de tout ce qui se fait dans nos hôpitaux et en particulier dans le mien. Alors, la médecine expérimentale, j'ai essayé de vous le démontrer, l'énoncé précis des hypothèses de recherche est vraiment un prérequis essentiel à la fécondité même des projets, en sachant qu'une hypothèse mal rédigée, imprécise, ne va pas mener à une recherche concluante, va quelque part gaspiller du temps de nos jeunes chercheurs, peut-être aussi gaspiller des fonds. Enfin voilà, c'est très important de pouvoir avoir des hypothèses rédigées. Donc, j'ai repris un peu Albert Camus qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », mais je voudrais renverser cela en disant en médecine clinique, en médecine expérimentale, bien formuler les choses, c'est 3 petits points, et je vous laisse par vous-même, je dirais, faire la fin de la phrase que j'ai essayé de vous démontrer ici. Voilà, je vous remercie.